il faut voir quelle est la portée. Est-ce que le financement de l'autorité palestinienne et du système d'éducation palestinien, est-ce que ceci est conforme au respect des valeurs fondamentales de l'Union européenne? Autrement dit, le Parlement dit à la Commission, vous avez un devoir général de responsabilité. C'est très intéressant. Ça a beaucoup énervé la Commission. La Commission était dans une rage folle. Je peux vous montrer les documents des échanges de lettres incendiaires entre M. Chris Patten et le président à la fois de la Commission des Affaires étrangères, M. Elmar Brok, et aussi d'autres commissions, notamment la Commission du budget, pour essayer d'empêcher le passage de cet amendement qui paraît anodin. Ce n'est pas du tout un amendement anodin. C'est un amendement qui dit clairement la Commission européenne qui veut jouer un rôle dans le processus de paix est responsable de la portée pratique de ces fonds. Et ça, c'est vraiment un démenti très clair à la position de la Commission qui est de dire nous ne sommes pas responsables, ce sont les autres, nous ne faisons que financer les infrastructures sans... Bon. Et c'est très important, à mon avis, cette prise de position est importante parce qu'il y a une dynamique dont il faut tenir compte des rapports entre la Commission et le Parlement. Alors, la réaction de la Commission à cette prise de position du Parlement, ça va être de dire quoi? Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas d'incitation à la haine et dans les manuels scolaires. Autrement dit, alors, voilà, le résultat de cette confrontation, de cette prise de position très nette de la part du Parlement, disant il y a une responsabilité que vous devez assumer. Le résultat, ça a été que la Commission européenne a été obligée de trouver un moyen de se sortir de ce faux pas en disant elle ne pouvait pas dire que je ne sommes plus responsable. Le Parlement n'acceptait pas cette position. Et donc, ce qui a été adopté comme tactique, ça a été de dire c'est pas vrai. Il faut voir aussi comment ceci va être. Comment ce tour de force va être réalisé. Comment montrer que des rapports qui donnent des exemples précis d'incitation à la haine contre les Juifs et contre Israël et d'incitation à la violence contre l'État d'Israël, comment montrer que ces rapports sont faux. Alors, on s'y prend de plusieurs manières. La première manière, c'est intéressant parce qu'on a eu la chance d'avoir un document interne. Il y a un document officiel de l'Union européenne, à la fois de la Commission et du Conseil européen, un document officiel qui va paraître au mois de mai 2002. Mais avant ce document a été préparé par un document interne. C'est intéressant, avant que je vous donne les éléments de ce document officiel, je voudrais quand même vous donner quelques éléments sur le document interne. D'abord, d'où est venu le document interne? Le document interne, c'est un rapport préparé par ce qu'on appelle les chefs de mission de l'Union européenne à Ramallah et à Jérusalem. L'Union européenne a un représentant à Jérusalem, il a un représentant à Ramallah. Il coordonne en général les services techniques qui aident l'autorité palestinienne. Et donc, ce sont ces fonctionnaires qui ont rédigé ce rapport. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la tactique adoptée est la suivante, c'est d'une part de dire, c'est vrai qu'il y a des éléments antisémites, mais c'est dans des manuels égyptiens et jordaniens qui sont utilisés encore par les Palestiniens, mais qu'ils sont en train de remplacer. Donc, oui, c'est vrai, mais ce n'est pas leur faute, et de toute façon, ils les remplacent. Les manuels qu'ils introduisent, par contre, sont des manuels dépourvus de stéréotypes antisémites et qui n'appellent pas ouvertement à la destruction d'Israël. Et par conséquent, les allégations d'antisémitisme et d'incitation à la haine sont sans fondement. Et mieux encore, ce sont des manuels qui contribuent valablement à l'éducation des jeunes palestiniens, et ils font bonne figure par rapport aux manuels israéliens.
Non, justement, on a connu aussi la... n'est-ce pas? Alors, sur quoi se fondent ces affirmations? Sur trois choses. Premièrement, sur des vérifications effectuées par le personnel local. Dans le document, il y a indiqué personnel local. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire le personnel local. Le personnel local, ce sont les employés palestiniens de ces deux représentations. Bon. Deuxièmement, par des études qui ont été commandées par les pays membres, puisque ce n'est pas l'Union européenne qui finance ni la production, ni l'impression, ni la diffusion de ces manuels. Donc les pays membres ont fait des études pour voir si ça allait bien, notamment la Hollande, notamment la Finlande. Et donc la position de ce document est déterminée par ce qui leur a été dit par ces études commandées par les pays qui, eux, sont directement impliqués dans la production et dans l'impression de ces manuels, de ces nouveaux manuels palestiniens. Et le troisième élément, ce sont des études indépendantes qui montrent qu'il y a une amélioration sensible des manuels palestiniens par rapport à ce qu'ils remplacent, c'est-à-dire par rapport aux manuels jordaniens et égyptiens. Ces études indépendantes, lorsqu'on y regarde de près, il s'avère que ce sont des études qui sont produites soit par des Palestiniens, soit par des équipes mixtes palestino-israéliennes, soit par des personnes qui sont directement liées à l'autorité palestinienne. Mais ce sont des études indépendantes. Alors, oui, si vous me posez des questions après, je pourrais revenir là-dessus, mais donc, sur cette base-là, ces représentants des chefs de mission donc, à Ramallah et de l'Union européenne à Ramallah et à Jérusalem disent, en fin de compte, les allégations de CMIP ne sont pas fondées, et au contraire, elles alimentent une campagne internationale pour discréditer les manuels et pour discréditer l'autorité palestinienne, et en fin de compte, pour porter atteinte à notre politique. Alors, je vous passe les détails sur CMIP et sur la campagne que CMIP est censé alimenter, mais voilà quels sont les principaux éléments de ce document. Alors, ce document interne n'a jamais été publié, nous avons eu une chance de l'avoir, et on retrouve ces éléments dans le document officiel, mais à une différence près, à une petite différence près. Oui, parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que dans ce document, il est indiqué que les vérifications ont montré que dans les rapports de CMIP, il y avait des livres qu'on n'avait pas trouvés, il y avait des livres qu'on avait trouvés, mais ce n'était pas du programme, bref, que la plupart des citations étaient inexistantes. Donc les rapports de CMIP ça a été en fin de compte faux. Alors, bien sûr, nous avons réagi, nous avons écrit à M. Patton, le document interne date du mois de janvier, nous avons écrit presque aussitôt à M. Patton, en lui disant que nous avons donné 20 des 250 citations du dernier rapport. Et nous avons dit, voilà, est-ce que ces citations-là est-ce qu'on peut de cela déduire qu'il n'y a pas d'incitation à la haine d'Israël dans les manuels scolaires ou à la haine des Juifs aussi? Elles ne sont pas très nombreuses, les citations antisémites, mais 2, 3, il y en a. Donc nous avons donné toutes les citations, et ensuite nous avons dit que, puisqu'on prétend que nos travaux sont faux, qu'on ne trouve pas les livres, qu'on ne trouve pas les citations, qu'on nous donne les citations qu'on n'a pas trouvées, qu'on nous dise les choses qui ne sont pas exactes. Alors, à la suite de ça, on a eu publication d'un document officiel, et dans ce document officiel figure, qui reprend pratiquement texto le document interne, il y a quand même quelques petites différences, notamment la différence suivante. Si la plupart des citations attribuées au nouveau manuel scolaire par le dernier rapport de CMIP ont pu être confirmées, donc malgré tout, on nous a fait une concession.
c'est que malgré tout, si la plupart des citations attribuées au nouveau manuel scolaire dans le dernier rapport de CMIP ont pu être confirmées, il s'est avéré quoi? Qu'elles étaient souvent mal traduites ou citées hors contexte, suggérant ainsi une incitation anti-juive en fait absente des ouvrages. Autrement dit, d'un côté, on a dit oui, c'est vrai, vous n'inventez rien, mais un, c'est mal traduit, deux, c'est hors du contexte, et en tous les cas, vous donnez une interprétation qui est tout à fait, qui n'est pas du tout anti-juive, tout simplement vous exagérez. Et votre interprétation n'est absolument pas fondée. Et surtout, voilà. Ah, c'est moi, mais ça je vais fermer. Donc le document a repris tout ceci, et ce qui est intéressant, c'est également, mais en faisant cette petite nuance, cette petite concession, si je puis dire, en reconnaissant que nous n'avions rien inventé, mais que notre travail avait été en quelque sorte bâclé et que nous avions mal interprété les choses. Bon. Ce qui est intéressant dans ce document, c'est quand même aussi une phrase de conclusion, parce qu'il permet de comprendre quel est le souci de la Commission de l'Union européenne. Conformément à un langage politique et financier pris par l'Union européenne de créer un État palestinien souverain, pacifique, démocratique et viable, il est fondamental de soutenir le secteur de l'éducation. Autrement dit, on voit dans ce document que ce qui a préoccupé les responsables de l'Union européenne, c'est que leur politique, qui est une politique logique, de financer les institutions pour que les Palestiniens aient un pouvoir assis sur des institutions solides. Et l'éducation est une de ces institutions, sans aucun doute. Donc, leur conception qui consiste à dire, pour qu'il puisse y avoir réussi des accords d'Oslo, il faut que les Palestiniens soient bien outillés, qu'ils aient des institutions solides, qu'ils aient un système d'éducation solide. Par conséquent, ils ont vu dans les publications de ces rapports et dans les questions posées parlementaires un moyen de torpiller leur politique qui consistait donc à aider à la construction de ces institutions. Et cette campagne internationale, en fin de compte, a été décidée à jeter le doute et à les obliger à suspendre, ce qui est une pièce essentielle dans la constitution d'un État palestinien. Voilà donc où nous en sommes au mois de mai 2002. Alors bien sûr, nous ne sommes pas restés en reste, comme on dit. Nous avons réagi à ce document-là. Et nous avons réagi en posant un certain nombre de questions, en disant que nous voulions être informés de ce qui était pas exact. D'abord, on rappelait que nous n'avons pas eu des indications sur ce qui n'avait pas été trouvé. Deuxièmement, ce qui n'avait pas été bien traduit. Troisièmement, ce qui était hors du contexte. Qu'on nous donne des exemples. Nous avons donc envoyé un document sur ce point-là. Il n'y a pas eu de réponse à ce document-là. Nous avons envoyé ce document au mois de juin. Nous n'avons eu réponse qu'après avoir fait plusieurs démarches qu'au mois de janvier 2003. Mais je vais y revenir dans un instant. Entre-temps, il y a un autre élément important dont il faut parler ici, c'est que, après avoir dit donc, ce n'est pas vrai, il y a une autre position que la Commission a adoptée. C'était de dire, ce n'est pas réaliste. Autrement dit, pour répondre au Parlement en disant, mais vous êtes obligés de veiller à ce que les actions de l'Union européenne, les actions de la Commission, soient conformes à la Charte des droits, soient conformes au processus de paix, aident à ce processus de paix. Vous ne pouvez pas échapper à votre responsabilité. Quelle est la réponse donnée? Ce n'est pas dit directement, mais quelle est la réponse donnée à cette exigence formulée par le Parlement, soit sous la forme du quitus, vous n'avez pas mentionné, surtout sous la forme de l'amendement au budget de l'Union européenne? C'était de dire la chose suivante, c'est que ce n'est pas réaliste la condition de conditionner l'aide de l'Union européenne à l'autorité palestinienne pour s'assurer que cette aide contribue au processus de paix, respecte les valeurs de l'Union européenne, ça conduise à une réconciliation et à une reconnaissance mutuelle et à une coexistence entre les Israéliens et les Palestiniens, ceci n'est pas réaliste. Alors
Pourquoi n'est pas réaliste? C'est intéressant parce que, si vous voulez, il faut voir l'argumentation qui est donnée ici. Alors, je vais donner 3 citations pour illustrer ceci. La première citation, c'est celle du porte-parole de M. Patten, M. Gunnar Weigand, qui a fait la déclaration suivante à la presse le 27 avril 2001. Donc c'était destiné principalement aux parlementaires. Il y a une limite au nombre de conditions que la Commission peut mettre au financement. Et il n'est pas réaliste pour elle d'essayer de contrôler ce qui est enseigné dans les écoles palestiniennes. Dans nos relations avec les Palestines, nous combattons la corruption, nous combattons pour plus de transparence, nous combattons pour qu'il y ait des élections, nous combattons pour qu'ils dissolvent leurs tribunaux militaires et utilisent les tribunaux civils, pour pas aller au-delà de ça. C'est le maximum que nous pouvons faire. En plus, que nous soyons responsables de contrôler ce qui est enseigné dans les écoles palestiniennes, c'est impossible. Alors, c'est une position intéressante. C'était aussi celle de Patten, qui, au mois de septembre, quelques mois après, en répondant à des questions, à un débat qui a eu lieu sur ce sujet au Parlement, a dit la chose suivante. Et ça, c'est aussi intéressant parce que ça montre comment on comprend le rôle des programmes et des manuels scolaires dans des situations de conflit. Les manuels scolaires ne vont pas changer la tragique réalité de la vie quotidienne dans les territoires palestiniens ou dans les camps palestiniens. Je répète bien. Les manuels scolaires ne vont pas changer la tragique réalité de la vie quotidienne. Il est important que l'UNRWA ait dans ses écoles un programme sur la tolérance et la prise de conscience pour contrecarrer toute action négative sur les élèves. Mais il ne doit pas être très facile pour un enseignant dans les camps d'enseigner la tolérance et la prise de conscience quand les enfants sortent du camp le soir et voient les canons et les tanks et les jets de pierre. Enseigner la tolérance et la prise de conscience dans des camps doit être l'un des métiers les plus difficiles au monde. Évidemment, ça paraît très, très vrai. C'est une remarque qui paraît très logique. Mais en réalité, c'est une échappatoire et ça ne répond pas à la question du contenu. Le problème, ce n'est pas seulement ce qui se passe autour, le problème, évidemment, c'est ce qui est dans les manuels. Autrement dit, on esquive de répondre au contenu des manuels en affirmant que ces manuels, en fin de compte, sont des manuels tout à fait corrects, bien meilleurs que les précédents, et qui, en fin de compte, sont une contribution importante au développement de la jeunesse palestinienne. Alors, il y a également une dernière citation que je voulais mentionner sur cette affaire, que ce n'est pas réaliste, parce que je pense qu'elle démontre, n'est-ce pas, tout le procédé. Elle explique tout le procédé qui a été utilisé notamment par Patten pour se soustraire à ses responsabilités. Dans une interview qu'il a donnée à M. Sadeh, qui est un correspondant de la Haaretz à Londres, M. Patten a dit la chose suivante. M. Sadeh, Sharon Sadeh, lui avait demandé « Est-ce que l'Union européenne paie-t-elle les salaires des enseignants palestiniens ?» On m'a dit « Est-ce que les salaires sont payés par l'Union européenne ?» Réponse de M. Patten. Après nous avoir accusés de financer une propagande de haine, l'argument est maintenant, puisque nous aidons à financer l'autorité palestinienne et finançons certains de ceux qui administrent les écoles ou quoi que ce soit d'autre, nous devrions assumer la responsabilité du fait qu'une partie de ce qui est utilisé dans les écoles palestiniennes est hostile aux Juifs. Et nous devrions probablement être aussi dans chaque classe pour vérifier ce qui s'y dit. Je pense qu'il faut revenir sur terre. Autrement dit, voyez le cynisme. Voyez, c'est très intéressant parce qu'il n'a pas répondu à la question. Et là, j'en profite. La question, c'est, y a-t-il... La question qui était posée, une question intéressante. Est-ce que l'Union européenne finance les salaires? Oui, elle finance les salaires. Oui,
contrairement à ce qui a été dit, la première réaction que j'avais mentionnée, oui, l'Union européenne est directement impliquée dans le financement de l'utilisation des manuels. Pas seulement en construisant des écoles et en construisant des bibliothèques et en payant le salaire et en présentant la formation. Oui, c'est vrai, elle est directement impliquée, pas seulement indirectement. Elle est directement impliquée. Mais Patten n'a pas répondu à la question. Quelle a été sa réponse? Ça a été enfin de dire que ce n'est pas réaliste. Autrement dit, il sait très bien que le Parlement n'accepte pas sa position. Le Parlement exige qu'il y ait un devoir de responsabilité de la Commission européenne par rapport à l'implication pratique de ces fonds. Or là, le résultat, c'est de dire, c'est pas possible de vérifier. Vous n'allez pas mettre quelqu'un dans chaque classe pour savoir ce qui s'y dit. Personne ne demande ça. Au moins, la première des choses, c'est savoir ce qui se dit dans les manuels. Et bien sûr, là-dessus, nous savons ce qui se dit dans les manuels. Nous avons aussi ce qui a été dit pour essayer de contredire ces rapports. Donc, vous voyez comment on s'y prend. Voilà donc quel était le quatrième type de réaction. Alors, j'ai mentionné tout à l'heure aussi la campagne internationale pour décrire les manuels. C'est une partie des documents, notamment de ce document des représentants des chefs de mission à Jérusalem et à Ramallah. Et donc, j'en arrive maintenant à un point très important que j'ai un petit peu évoqué, mais que je voudrais un petit peu développer, c'est l'échange de la joute, j'appelle ça la joute qu'il y a eu entre CMIP et la Commission européenne. Comme je vous l'ai dit, nous avons, après la publication de ce document officiel de l'Union européenne sur les manuels scolaires, nous avons envoyé une lettre à M. Patten. Et ce qui est intéressant, c'est que très rapidement, quelques semaines après, nous avons eu une réponse qui disait la chose suivante. De son chef de cabinet, M. Anthony Kerry, il disait la chose suivante. Votre lettre soulève un certain nombre de questions qui sont prises en compte et sur lesquelles nous travaillons, y compris avec les consultations que nous avons avec les États membres, et une réponse détaillée vous sera envoyée dès que possible. C'est une très courte lettre, mais dont le ton était inhabituel, était intéressant. Bon. Nous avons attendu. Nous parlons ici du mois de juillet. Cette lettre de M. Kerry date du mois de juillet 2002. Au mois de novembre, nous avons eu une lettre de rappel. Pas de réponse. Donc, on a finalement reçu une lettre au mois de janvier 2003. Janvier 2003. Cette lettre est très décevante. Est extrêmement décevante. Elle dit la chose suivante. Premièrement, elle reprend pratiquement les positions énoncées dans le document officiel du mois de mai 2002. Deuxièmement, elle précise que la Commission soutient les pays membres dans l'action qu'ils ont dans le domaine de l'aide à l'éducation palestinienne. Troisièmement, elle dit que si vous avez des suggestions constructives, faites-les aux pays membres. On va de nouveau essayer de se soustraire à ça. Et enfin, dernier point, elle mentionne comme progrès décisif la déclaration des 100 jours faite par Arafat, où il dit que l'intention de l'autorité palestinienne, c'est de renoncer au fanatisme dans le curriculum, dans les programmes éducatifs, et de promouvoir, de développer un esprit de démocratie dans ce programme scolaire. Autrement, ils sont très fiers de cette déclaration qu'ils ont mentionnée en in fine de cette lettre. Alors, c'était pas très... Je dois dire que nous étions très embarrassés parce que cette lettre, en fin de compte, reprenait la position, esquivait toutes les questions que nous avons posées. Nous avons demandé, donnez-nous des exemples. Qu'est-ce qui n'est pas exact? Qu'est-ce qui est mal traduit? Qu'est-ce qui est hors du contexte? Rien là-dessus. Donc une réponse. Et donc là, nous étions extrêmement embarrassés. Et notre président a décidé que nous n'allions pas continuer de cette manière-là la guerre, cette joute. Et en fin de compte, cette joute a été résolue
à la suite de contacts informels que nous avons eus avec des hauts fonctionnaires de l'Union européenne. Et à la suite de ces contacts, une réunion a été organisée avec le cabinet de Petten et ainsi qu'avec les spécialistes de la région Mashrek Israël au sein de la Commission européenne au mois de juin 2003. Et le résultat de ces conversations a été extrêmement intéressant. À partir de ça, on s'aperçoit qu'il y a un début d'inflexion dans la position de l'Union européenne. Pas seulement à cause de notre conversation, c'est un des éléments. Je vais revenir tout de suite à nos conversations. Mais la première chose, c'est que si vous voulez, le fait qu'il y ait dialogue, qu'on puisse se parler et dire et mettre les choses sur la table de manière très nette, c'est important. Mais bien sûr, nous avons aussitôt soulevé la question pourquoi on ne nous a pas donné une réponse aux questions que nous ayons posées. La réponse a été de dire regardons vers l'avenir. Bon. Ensuite, nous avons souligné que le point essentiel de nos constatations dans l'analyse des manuels scolaires palestiniens, la difficulté principale, le problème central posé par ces livres, c'est qu'ils ne reconnaissent pas Israël et au contraire contestent totalement sa légitimité. À notre surprise, nos interlocuteurs ont dit que c'était vrai. Autrement dit, c'est très intéressant parce que jusqu'alors, c'était de dire qu'il n'y a pas d'antisémitisme, qu'il n'y a pas de contestation d'Israël, qu'en fin de compte, les livres sont meilleurs, qu'il n'y a pas d'appel ouvert à la destruction d'Israël. Il y avait une tendance comme ceci. Là, lors de ces conversations du mois de juin 2003, il y a eu reconnaissance que le problème numéro un, c'était que les Palestiniens, en fin de compte, n'acceptaient pas Israël. Alors c'est très intéressant parce que ceci était une indication qu'il y a une reconsidération du concept d'incitation. Parce que les manuels palestiniens sont très astucieux. Il y a peu d'incitation directe entre les Juifs. Il y a 2-3 phrases. Il n'y a pas grand-chose. Il y a beaucoup de critiques véhémentes contre la légitimité d'Israël, contre sa politique. Ça, on peut trouver beaucoup de matériel là-dessus. Il y a également beaucoup de matériel sur la glorification du djihad et du martyre.